Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien de l'anthropologie facile. Après nous être intéressés à la définition de l'âme et du corps, après avoir porté notre attention sur le commencement de la vie et l'individuation du corps de l'enfant dans le corps de sa mère, nous allons aujourd'hui étudier une dimension essentielle du monde animal, l'affectivité, pour découvrir aussi que l'affectivité humaine est spécifique par rapport à celle du monde animal. Dans un monde souvent submergé, voire gouverné par les émotions, il est bon et nécessaire de se poser la question « émotion, passion, qu'est-ce qui est en jeu ?» C'est Violaine de Lartigue, professeure de philosophie et enseignante à l'IKW, qui répond pour nous à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que les passions ? Déjà, il y a une première chose que je voudrais souligner, c'est souvent on associe l'amour au bien, la haine au mal. C'est-à-dire d'emblée, on pose un jugement moral sur les passions. Alors à ce moment-là, moi, ce que je proposerais bien volontiers, c'est un parallèle avec... alors, regardez simplement les faits. Et puisque Shakespeare est un expert de l'âme humaine, prenons simplement deux pièces de théâtre qu'il a pu écrire. Par exemple, la pièce d'Othello. Othello, il aime profondément Desdémone, il en est profondément amoureux. Et voilà que Iago insinue que Desdémone le trahit, qu'elle ne lui est pas fidèle. Et qu'est-ce qui se passe ? Othello, fou d'amour, va en arriver à éprouver une colère ravageuse, puisque finalement, ça va l'entraîner à tuer son épouse. Othello aime Desdémone, et pourtant il tue Desdémone. Est-ce que l'amour est nécessairement un bien ? Pas sûr. Je reprends un autre exemple, cette fois-ci tiré d'un opéra de Verdi, Rigoletto. Vous avez là une jeune fille, Gilda, amoureuse du duc de Mantoue, et voilà que le père de Gilda, Rigoletto, craint beaucoup pour sa fille parce que ce duc de Mantoue est quelqu'un de très volage. Et voilà que Gilda apprend par son père que celui-ci veut tuer le duc de Mantoue. Que se passe-t-il ? Elle va se substituer dans le traquenard qui a été envisagé par son père au duc de Mantoue, ce qui fait que son père va frapper aveuglément le sac dans lequel il pense avoir enfermé le duc de Mantoue, et il découvre en ouvrant le sac qu'en fait c'est Gilda, sa propre fille, qu'il vient de tuer. Gilda, bien sûr, elle aime le duc de Mantoue et elle est le projet de son père, le projet de tuer celui qu'elle aime. Est-ce que cet amour est mauvais puisqu'en fait il vise à sauver la vie de celui qu'elle aime ? Est-ce que la haine qu'elle éprouve pour le projet de son père est une haine destructrice ? Au contraire, c'est une haine qui finalement est salvatrice de celui qu'elle aime. Donc en fait, il y a parfois une confusion entre ce qu'on appelle puissance cognitive et puissance appétitive, à savoir que quelquefois on envisage que les passions sont de l'ordre de la connaissance. Parce que je sens que c'est un bien, c'est un bien. Parce que je sens que c'est un mal, c'est un mal. Donc ça, c'est la première chose. Les passions en tant que telles ne sont ni un bien ni un mal, mais elles sont reliées à l'appréciation, à la représentation que je me fais de ce qu'est un bien ou un mal, du point de vue déjà de ma sensibilité. Ce que je juge être agréable va susciter en moi un désir, un amour, un appétit, une joie, un plaisir quand je le possède. Et à l'inverse, ce que je vais juger du point de vue de ma sensibilité désagréable, va susciter en moi de la haine, va susciter en moi une fuite, je n'en veux pas, je ne le désire pas, va susciter en moi de la tristesse quand cela s'impose à moi, voilà. Alors, donc finalement, qu'est-ce que c'est que les passions ? D'abord, ce sont des mouvements de l'affectivité, des mouvements de ce que Aristote et après lui Thomas d'Aquin vont appeler un appétit sensible. En fait, tout part de la représentation sensible que je me fais d'une chose. Ça provoque immédiatement en moi en fait un mouvement de l'affectivité qui se traduit quant à lui dans le corps.
Hein. Il y avait des études qui avaient été faites sur la passion de la peur. C'est impressionnant de voir toutes les réactions que cela provoque dans mon corps. Les pupilles se dilatent, le rythme cardiaque s'accélère, la sueur s'épand le long de mon corps pour le rafraîchir. On voit finalement toute une modification du corps qui est liée aux passions, ce qui permet de voir aussi pourquoi les passions, elles ont un tel impact sur nous. On ne peut pas les ignorer parce que de fait, on ne peut que les sentir jusque dans le corps. Alors ça, c'était la première chose. Est-ce que les passions sont un bien ou un mal? En elles-mêmes, non. Ou alors on pourrait simplement dire qu'elles sont un bien en ce sens qu'elles nous font ressentir les choses et qu'elles induisent finalement un certain comportement. Et c'est là aussi, alors elles ne sont pas forcément un bien ou un mal, mais en attendant, elles ont un impact et elles me poussent. Alors toute la question c'est, est-ce qu'elles me déterminent à agir? Avant d'aborder ce point, je voudrais simplement rappeler ceci. Qu'est-ce qu'on entend par passion? Quelles sont les différentes passions qu'on a? Alors j'ai déjà donné quelques passions, l'amour, la haine, la fuite, le désir, la tristesse, le plaisir ou la joie. Ça, ce sont des passions fondamentales. Il en est d'autres tout aussi fondamentales. Alors toujours elles sont reliées à une représentation que je me fais d'un certain bien ou d'un certain mal, ça c'est la première chose. Et puis s'y ajoute l'appréciation que je peux avoir d'une certaine difficulté qui entoure le bien à obtenir ou le mal à vaincre ou à fuir. Ainsi par exemple, prenons Othello qu'on abordait au point de départ. Othello, lui, il est d'abord il aime Desdémone. Il aime. Pour lui, Desdémone est un bien. C'est agréable de l'avoir existé. Et il est la perspective qui serait celle d'être trahi par elle. Bon, très bien. Il désire ardemment la posséder, lui être uni. La perspective d'être trahi par elle, il la fuit quand Iago lui dit, à tort, hein, il ment, que Desdémone est en train de le trahir et lui est infidèle. Ça n'est pas possible, il ne peut pas le croire. Il y a la fuite au point de départ. Et puis, la joie qu'il éprouve à la contempler, la joie qu'il éprouve à se sentir aimé d'elle, voilà, il la vit jusqu'au moment où il envisage que le mal est advenu, à savoir que finalement Desdémone le trahit. Profonde tristesse. Est-ce qu'il n'y a que de la tristesse? Pas seulement. Finalement, ce mal s'impose à lui. C'est quelque chose de difficile, tellement difficile que finalement le mal s'impose à lui, il n'y a plus rien à faire. Il va éprouver aussi ce qu'on appelle de la colère. Et cette colère est telle qu'elle va être ravageuse puisqu'il va jusqu'à tuer Desdémone. Il y a toute une multiplicité de passions qui peuvent nous traverser, à chaque fois selon la perspective que l'on a d'un certain bien, d'un certain mal. Est-ce qu'il est actuellement présent? Est-ce qu'il est à venir? Est-ce qu'il est difficile à obtenir, difficile à vaincre? Prenons l'exemple de Gilda dans Rigoletto de Verdi. Donc, elle aime le duc de Mantoue, elle désire ardemment son bien et elle désire ardemment être en lien avec lui. Et voilà que son père lui impose une difficulté majeure, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de ce duc de Mantoue pour elle. Il veut sa mort, donc en fait, voilà, il y a un obstacle majeur, franchissable, infranchissable. Eh bien, en tout cas, ça suscite en elle d'autres émotions. L'espoir de pouvoir sauver celui qu'elle aime. Le désespoir à la perspective qu'elle ne puisse rien faire pour que son père change d'avis. Et puis finalement, l'audace, celle de s'infiltrer, de se glisser dans le sac à la place du duc de Mantoue avant que le duc de Mantoue n'arrive sur les lieux où l'attend Rigoletto. Et qui est plus forte finalement que la peur qu'elle pourrait avoir de mourir. Et puis finalement, le sacrifice qu'elle fait de sa vie. Donc on voit qu'il y a une multiplicité de passions, les unes qu'on va ranger entre guillemets sous le titre du concupiscible, hein, on considère le bien et le mal en eux-mêmes, et puis de l'autre, les passions qu'on range sous l'irascible, c'est-à-dire le bien ou le mal que l'on considère, mais avec la perspective des difficultés qui entourent ce bien ou ce mal. Ça, c'était la deuxième chose, finalement. Quelles sont les passions dont on parle? En fait, il en est de nombreuses, on peut en éprouver plusieurs à la fois.
ni bonnes ni mauvaises, mais par contre, elles peuvent toutes avoir un impact sur notre agir. Et alors, toute la question est-ce que cet impact est déterminant au point que je ne puisse pas agir autrement qu'en fonction de ce que je ressens? Est-ce que finalement, Othello n'avait pas d'autre choix que celui de tuer sa femme? Est-ce que Gilda n'avait pas d'autre choix que celui de sacrifier sa vie? Finalement, est-ce que les passions décident à ma place de ce que je peux faire de bien ou de mal? Alors, première chose, il y a une petite distinction à faire entre émotion et passion. Je passe dans une rue, un chien m'aboie dessus, je réagis, je crie, ou alors au contraire, je suis tétanisée, livide et je ne bouge plus pendant que le chat continue à m'abouiller dessus. Terrible. Mais enfin, il y a une crise, alors ce qu'on pourrait dire une crise, alors ça ne veut pas dire au sens négatif ou péjoratif du terme, mais il y a une crise passagère, voilà. Ça, c'est une émotion, voilà, ça me traverse. Après, ce qu'on entend plus précisément par passion, c'est ce que je dirais une crise qui s'installe et qui dure. Et c'est là que ça devient non pas déterminant, on va voir pourquoi, mais ça peut avoir un impact sur une manière de vivre, sur certains choix qu'on peut poser, sur certains comportements qu'on peut adopter. Imaginons par exemple une personne qui est habitée par la peur. Alors, j'ai peur de m'engager, par exemple. J'ai peur de m'engager. D'où cela vient-il ? Est-ce que c'est déterminant pour moi ? Bon, je suis au restaurant, on me propose un plateau de dessert. Lequel choisir ? Bon, pour l'instant, ça n'a pas trop de conséquences. Maintenant, je suis amoureux de quelqu'un. Je m'engage ou je ne m'engage pas? Est-ce que je vais me donner toute ma vie à cette personne ou pas? Et puis d'abord, si je la choisis elle, je renonce à toutes les autres personnes qui sont autour. Une peur peut s'immiscer là, ce qui fait que je vais être bloquée dans mon choix. Elle plutôt que d'autres, je risque de perdre toutes les autres. Est-ce que ce sera bien pour moi ou pas? Donc finalement, il peut y avoir une peur qui va s'infiltrer dans tous des comportements et dans tous des choix de vie. Donc le choix d'un engagement dans le mariage ou pas, avec cette personne-là ou pas, le choix d'un métier, celui-ci ou plutôt qu'un autre, et puis le choix de cette entreprise plutôt qu'une autre. Et finalement, je peux me trouver dans un enchaînement d'emprisonnements successifs qui sont liés en fait à l'habitude que j'ai de me représenter, par exemple, simplement le fait de choisir comme étant un mal. Et derrière la représentation que je me fais du choix comme d'un mal, il peut y avoir un désir, en fait, porté à toujours éprouver du plaisir à chaque chose qui passe, qui, quant à lui, n'est pas modéré, n'est pas tempéré. Ce qui fait que je ne peux pas être en mesure, je suis comme bloquée dans la possibilité de choisir quelque chose et de m'engager à plein dans cette chose-là. Et à ce moment-là, on voit que la passion peut amener une personne à... Alors, est-ce que c'est la passion ou non? Mais en attendant cette passion qui s'est installée, j'ai pris l'habitude de me comporter d'une certaine manière à la lumière d'une certaine représentation que je me fais d'une chose que j'ai l'habitude de juger comme un bien ou comme un mal. Est-ce qu'on peut sortir de cet emprisonnement? À ce moment-là, alors, il est important de prendre en considération la totalité de la personne. Est-ce que la personne n'est que son corps qui lui donne des sensations? Est-ce que le corps n'est que cette affectivité qui réagit aux représentations sensibles que je me fais d'une chose et au jugement que je porte en bien ou en mal, agréable ou désagréable? Ce serait oublier l'expérience que nous faisons quant à nous, de non pas simplement connaître avec notre sensibilité, mais aussi connaître avec notre intelligence, qui bien sûr par des données de la sensation, des sens, pardon, mais qui aussi va essayer de saisir par-delà ce qui me semble un bien ou un mal parce que c'est agréable ou désagréable. Mon intelligence est capable de me faire deviner, percevoir ce qui est le vrai bien ou le vrai mal derrière ce qui m'apparaît. On en fait l'expérience par exemple. C'est désagréable de se faire une piqûre, mais on sait aussi quelquefois que c'est bon pour ma santé,
d'accepter cette piqûre. Alors bien sûr c'est désagréable, mais je sais que c'est un vrai bien. Alors, il ne s'agit pas d'opposer ce qui est agréable à ce qui est un vrai bien, pas du tout. Mais c'est juste pour marquer la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc il y a un vrai bien possible, perceptible, connaissable, pardon, par l'intelligence. À partir de ce moment-là, est-ce qu'aussi il n'y a comme puissance appétitive que l'affectivité? Est-ce qu'il n'y a que les passions? Il n'y a pas que les passions. On fait bien l'expérience quelquefois que même si on peut être porté à quelque chose d'agréable, on peut aussi mesurer qu'il est quelque chose qui est meilleur encore pour nous, qui est peut-être pourquoi pas plus agréable, mais en tout cas dont on saisit aussi que c'est un vrai bien et auquel on adhère, ce qui fait que on est capable de hiérarchiser les choses, de choisir une chose plutôt qu'une autre parce qu'on juge que c'est un vrai bien pour nous et on y adhère, ce qui fait que le choix se fait dans une joie qui peut être même profonde. Et là, on fait l'expérience de ce qu'on appelle la volonté. La volonté qui est éclairée dans le choix par l'intelligence qui lui présente un vrai bien. Et finalement, à ce moment-là, est-ce qu'Othello est déterminé à tuer Desdémone? Est-ce que Gilda est déterminée à sacrifier sa vie pour le duc de Mantoue? En fait, il n'y a pas nécessairement de déterminisme, il n'y en a pas. Il y a un choix. La question est-ce que ce choix, il est éclairé par l'intelligence? Est-ce qu'il est porté par la volonté qui adhère à ce que l'intelligence lui présente comme un vrai bien? Et en fait, là se joue tout l'exercice des facultés spirituelles. Et ces facultés spirituelles, elles sont ce qui permet cet agir vertueux. En fait, la vertu n'est rien d'autre que l'exercice plein et entier de l'intelligence et de la volonté qui assume pleinement toutes les facultés de la sensibilité, de l'affectivité, mais pour les porter au service d'un vrai bien. Et à ce moment-là, les passions, elles sont non pas simplement un bien ni un mal, mais elles peuvent être, si elles sont bien gouvernées, hein, c'est le terme utilisé par Aristote et par Thomas d'Aquin, il n'y a pas de tyrannie à exercer contre les passions seraient mauvaises, il faut absolument les vaincre, ou au contraire, les passions sont nécessairement un bien, donc il faut suivre tout ce que je ressens, ça n'est ni l'un ni l'autre. Je reçois ces passions et je les fais servir à ce qui est un vrai bien. Et on le voit, les passions, elles sont une énergie merveilleuse pour pouvoir agir. Donc, si j'arrive à les canaliser, à les orienter, à ce moment-là, elles peuvent être un support pour mon action au service du plus grand bien. Et ça vous donne des héros et ça vous donne des saints.